Memento Mauriste, bonsoir. Alors, il y a quelques jours à peine, j'étais de sortie à Nantes. De sortie pour fêter la sortie d'un album, lui-même sorti le 10 janvier chez Lord Alinoir. Alors, avant de sortir la chronique, vous aurez tout à la fois le live report de la release party de Delusion, accompagné de l'interview du groupe, dont il est le troisième bambin, si on nommait les 2 EP et la démo. Ce soir, pour la première fois avec Robin, nous avons donc le plaisir d'échanger un moment avec Malkavian. Messieurs, je vous en prie, présentez-vous. Romaric. Ouais, du coup, c'est Romaric, chanteur de Malkavian. Salut, Nicolas, guitariste. De Malkavian. De Malkavian, toujours. Voilà. Donc, avant peut-être de parler du dernier album, Delusion, on va faire un petit tour d'horizon, si vous voulez bien, du groupe, à commencer d'ailleurs par le nom Malkavian. Ouais. Alors, moi, qui était une rôliste, j'ai vu que dans Vampire la Mascarade, il y avait un clan qui s'appelait les Malkavian, justement. Un clan de vampires qui gardaient en eux la malédiction de la folie, mais une folie qui permet de jouer l'oracle, qui permet la prédiction. Est-ce qu'il y a un lien ? À vrai dire, en fait, ça date des débuts du groupe et on cherchait un nom de groupe qui pouvait un petit peu représenter la musique qu'on faisait à l'époque. Et la musique qu'on faisait à l'époque, elle était un peu folle, on va dire. Donc du coup, très alambiqué. Ouais, assez alambiqué. Donc du coup, en fait, je jouais à Vampire la Mascarade, puis j'avais proposé ça, puis du coup ça avait plu à tout le monde parce que ça correspondait en plus à ce qu'on voulait, parce qu'à ce moment-là, à l'époque, je sais pas trop pourquoi, on voulait éviter d'avoir un nom anglais. C'était moi qui faisais chier avec ça, je crois, à l'époque. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, Malkavian, ça fait quand même un petit peu. Oui, ça fait un peu. Ça a sonné anglo-saxon. Non, c'était pas qu'on voulait pas que ça sonne anglo-saxon, on voulait pas que ce soit un mot. Un mot qui veut dire quelque chose en anglais, quoi. Ok. Donc il y a bien un petit lien avec cette folie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, après, c'est vrai que ça a quand même beaucoup évolué depuis. La musique est pas du tout la même qu'au tout début. Mais voilà. Après, on avait envisagé à un moment donné de changer de nom parce que du coup, justement, le style a pas mal évolué. On l'a pas fait finalement. Mais... pour cet album-là, justement, on a beaucoup réfléchi à un changement de nom par rapport comme a dit Romaric, changement de direction, même ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti quelque chose. Pour nous, c'était un peu une sorte de remise à zéro et ça a vraiment été dans les tuyaux pendant très longtemps, là, cette histoire de nom. En 2002. Ça aurait pu être quoi alors comme autre nom ? Il n'y a pas eu de... On n'a pas été jusque-là, donc je ne pourrais pas te dire. On avait commencé à chercher un peu, on cherchait un nom un peu latin ou grec, mais on n'avait pas réussi forcément à trouver quelque chose qui nous convienne, quoi, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on a gardé le nom qu'on avait. Mais, effectivement, ça fait une forme de remise à zéro, mais même sur tout ce qui va être la publicité qu'il peut y avoir autour du groupe ou ce genre de choses, c'est aussi une forme de remise à zéro. En fait, c'est ça, c'est aussi ce qui a pu nous... En fait, il y a deux choses qu'on fait que c'était pas forcément évident de changer de nom, parce qu'en fait, on a essayé, quand on réfléchissait à un autre nom, on avait quand même envie de garder quand même une... On hésitait, soit est-ce qu'on gagne une continuité avec ce qu'on a fait avant, et que, par exemple, on a un logo qui rappelle les lettres MKV, alors on s'est dit on pourrait peut-être garder un nom qui garde ces lettres dans l'intérieur, quoi. Bon, c'était du coup hyper compliqué parce que ça limite quand même les champs de recherche. Et puis après, sinon, on se dit, voilà, si on change complètement de nom, on se dit qu'on fait table rase de ce qu'on a fait avant, finalement, on est un nouveau groupe. Et là, ça veut dire aussi qu'on s'assoit sur tout le travail de plusieurs années. Potentiellement, ça peut être un handicap, comme ça peut être aussi un renouveau. Du coup, on n'a pas passé le pas, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose, quoi.
D'accord. Et comment vous définirez-vous vous, aujourd'hui la musique que vous faites? Parce que moi, en vous écoutant, en vous découvrant, parce que je vous ai découvert très récemment, j'ai toujours du mal un peu à mettre quel style de musique. Des fois, je me dis, tiens, du groove par-ci, tiens, du death, tiens, du moderne, tiens, du thrash metal. Vous avez quand même cerné un petit peu ou il y a beaucoup de choses comme ça, un melting pot? En termes de composition, déjà, il n'y a pas de style précis. Ouais. C'était vraiment plutôt sur l'affect, sur les. En fait, on a fait un album plutôt guidé par les sentiments, par des phases qu'on a traversées. C'est un album qui est beaucoup plus sombre et plus triste aussi, qui représente l'état d'esprit qu'on avait au moment de la composition. Mais on ne s'est pas arrêté sur un style. Par contre, il y a un truc qui est clair, c'est qu'on voulait vraiment se dégager de l'étiquette de trash moderne, groove metal, et ça, on travaille vraiment là-dessus, quoi. En fait, on a des riffs qui vont groover, mais un peu comme Obituary va groover, quoi. Donc, c'est vraiment pas la prédominance qu'on veut, tout ce qui est groove metal, c'est vraiment, on veut s'écarter de ça. Le style, je dirais que on fait du death thrash, mais on a des influences black, on a pas mal d'influences gold et gothique aussi dans cet album. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah, c'est vrai que, et ça c'était peut-être une question qui allait arriver un petit peu plus tard, hein, mais autant le dire tout de suite, c'est que j'ai pu vous voir au Muscadès en septembre dernier. Puis là, ben, je vous ai revu ici samedi à la release party. Et en fait, c'est à chaque fois, je trouve, un groupe différent. Alors au Muscadès, vous n'aviez pas encore sorti votre album, même si vous avez peut-être joué des choses. On a joué énormément de morceaux de l'album déjà au Muscadès. Ouais, et ben pourtant, la sensation que j'avais, en fait, quand j'avais écouté avant, ben, effectivement, j'étais plus sur quelque chose de groove metal. Quand je vous ai vu sur scène, j'ai fait ah bah, dis donc que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Là, on est plus sur quelque chose de death. Et j'étais pas la seule. J'entendais à côté beaucoup de gens dire ah bah, dis donc Malkavian, ils ont musclé le jeu. Enfin, il était déjà musclé, c'est pas ça, mais c'est pour dire que c'est moins dans ce côté un peu groovy, même s'il y a toujours. Hein. Et là, samedi, j'ai encore fait waouh. Là, on a vraiment, et là, je ressens bien tout ce que tu dis quand tu parles de côté sombre qu'il y avait, parce que moi, ce qui prédominait presque, c'était, après, forcément, chacun va avoir son filtre à soi, mais ce qui prédominait presque, en tout cas chez moi, je trouvais, c'était cette ambiance très pesante, un petit peu angoissante et limite blackisante, en fait. Ouais. Et c'est ça que je trouvais assez sympa, assez intéressant, c'est que entre les premiers albums et puis cet album ici, et puis même entre l'album et puis vous voir sur scène, on a à chaque fois des petites choses différentes. Qu'est-ce qui change justement entre la performance sur scène et la performance quand on enregistre? C'est vraiment pas du tout le même exercice. Enfin, après, je pense que déjà, je pense que l'expérience c'est différente selon les instruments qu'on pratique, mais c'est pas la même chose, puisqu'en fait, en live, on est aussi sur une dimension presque physique. Pour instaurer une ambiance, faut essayer d'envelopper un petit peu toute la salle dans quelque chose, d'emporter tout le monde et d'arriver à maintenir une certaine ambiance, surtout quand on a entre guillemets la prétention entre guillemets de vouloir être dans une ambiance un peu qui n'est pas forcément festive, quoi. Donc essayer de travailler toute cette cohérence là. Donc c'est pas du tout pareil que lorsqu'on enregistre en studio, par exemple, puisque là pour le coup on est plus sur la précision, on a le temps de travailler les prises. C'est pas pareil en fait, c'est vraiment pas du tout le même exercice. D'accord, mais tu as quand même une forme de cohérence en enregistrement aussi sur tout l'album complet. Ah oui, bien sûr, mais on va dire que c'est pas, je sais pas comment dire.
c'est vraiment essayer de retranscrire au mieux les compositions telles qu'elles ont été faites, et puis il y a aussi pas mal d'arrangements, etc. En fait, c'est toute une phase préparatoire au-delà de l'enregistrement en lui-même. C'est un travail de longue haleine, et après en fait le live déjà c'est une concrétisation, parce qu'en fait c'est là où on va défendre la musique, mais en plus de ça il faut lui apporter une dimension vivante, quoi. Je trouve que c'est ça vraiment la différence, quoi, le côté presque, comme je disais, physique, parce qu'en fait on est vraiment en présence des auditeurs, quoi. Il faut arriver à les emporter. Alors, du coup, il y avait samedi la release party. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir emporté justement ceux qui étaient présents? C'est vous qui avez organisé cette date. Est-ce que vous êtes content? Enfin, comment vous étiez avant dans vos petits souliers? Vous vous attendiez à avoir le succès qu'il y a eu? Est-ce que vous estimez que vous avez eu le succès? Ou vous espérez plus, mieux? Moi, j'étais sur le devant, donc pour moi, c'était très bien. Je voyais plein de monde derrière, donc, mais peut-être que le ressenti quand on est sur scène, les attentes sont peut-être un petit peu différentes. Tu veux parler, Romaric? Oh, vas-y. Alors pour ma part, déjà en termes d'affluence, je suis hyper content. Enfin, forcément, quand on sort un album après quelques années, on se demande si, on va dire, est-ce qu'on est toujours dans le game, clairement. Et l'affluence a été super bonne. En fait, on a fait sold out, hein, même si on ne l'avait pas annoncé, mais par rapport au nombre d'entrées, quand on a checké sur la fin. Quand on a raconté le nombre d'entrées, on était nickel, quoi. Enfin, du coup, là-dessus, c'est bon. Et après, ouais, c'est un pari qui est réussi dans le sens où les retours qu'on a eus, c'était vraiment que les gens ont ressenti que le style avait évolué. Enfin, c'était tout le côté crossover technique, c'était fini. On nous a vraiment souligné le fait que les gens ne s'attendaient pas à ça, que c'était devenu vraiment beaucoup plus sombre et justement plus pesant, avec des ambiances un peu sludge, un peu black, un peu. Même si j'aime pas utiliser le terme black parce que ça fait un peu pompeux, on fait pas du black metal. Et ouais, toute cette ambiance hyper lourde, cette atmosphère pesante qui était omniprésente, quoi. Ça, du coup, je trouve, pour moi, c'est un pari réussi. Oui, c'est ça, il y avait vraiment quelque chose de lourd et d'angoissant qui était là. Et ça m'a encore plus frappé. Et c'était bien plus, par exemple, qu'au Muscadès. Ouais. Après, au Muscadet, c'est vrai que c'était peut-être un peu plus difficile d'instaurer une ambiance, parce que du coup, sur des scènes plus grandes, c'est pas forcément plus difficile, mais je pense que c'est encore un autre travail de scénographie qui demanderait peut-être encore un peu plus de boulot, quoi. Mais c'est vrai que sur une scène comme celle-ci, je pense que c'était bien. En plus, on avait des lumières qui étaient vraiment personnalisées. On a pu travailler avec Jed en amont du concert. Donc, il a pu préparer la prestation avec nous. Ça, c'est aussi un truc qui aide pas mal, hein. C'est un ensemble de choses peut-être qui font que. Et puis après, en termes de, comme on disait tout à l'heure, quoi, le côté angoissant, pesant, c'est aussi arriver à maintenir le public dans une sorte d'ambiance, sans trop, par exemple, casser les morceaux, à parler pendant 10 heures entre les morceaux. Nous, on a décidé de pas trop communiquer entre les morceaux, pas parce qu'on n'a pas envie de communier avec le public, mais on communique d'une autre manière, quoi. Et ça permet aussi de garder un peu tout le monde dans une certaine ambiance. Donc c'est chouette si ça fonctionne, quoi. On est content. C'est vrai que le son au Cold Crash est particulièrement bon aussi. Donc c'est vrai que ça aide. Que l'on soit devant, derrière, on a vraiment un très bon son en tout cas. Ce qui est assez pratique aussi, c'est que la personne qui fait le son Cold Crash, c'est Corentin. Et Corentin, c'est lui qui a mixé, masterisé, enregistré, mixé, masterisé l'album. Donc, il connaît bien. Il connaît bien, voilà. Bon, en tout cas,
Concernant votre dernier album, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est d'abord la pochette. Et je voulais savoir aussi, parce que je trouve qu'elle détonne par rapport aux autres, surtout les albums précédents. Comment vous choisissez un peu les pochettes d'albums et tout le graphisme autour? Est-ce que c'est un des membres du groupe qui les fait ou pas? Est-ce que vous y pensez en collectif ou est-ce qu'il y a une tête pensante pour ce genre de choses? Auparavant, on travaillait avec un Nico Gazur, en fait, enfin, son nom d'artiste, c'est Sion, je sais pas comment on dit. Sion. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, il nous faisait des graphismes sur mesure, en fait, dans lesquels on avait bien inséré plein de petits détails qui rappelaient les thématiques des morceaux qui composent l'album, ou même des petites conneries que limite il n'y a que nous qui comprenons, ou les gens qui nous connaissent bien, quoi. Ouais, celle du premier album, ouais. Ouais, c'est le premier album. Sur celle du deuxième, c'est vrai que c'est plus des références aux paroles, aux thématiques de l'album, des chansons de l'album. Et du coup, à partir de l'EP, on a décidé de changer. Donc là, on avait travaillé avec une artiste Mayon. Alors du coup, qui est tatoueuse maintenant. Son tatoueuse, c'est Linux Tattoo. Et du coup, c'était un travail pareil sur commande par rapport à un des morceaux, donc Splattering the Wall, qui est le titre de l'EP. Et là, pour cet album-là, ça a été un long travail, une longue discussion qu'on a eu tous ensemble par rapport à ce qu'on voulait pour cette pochette. Ça a duré un moment, hein, Nico. Ouais, oui. En fait, c'est représentatif de l'album, c'est une remise à zéro totale, donc beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes, beaucoup de... On n'a pas toujours été d'accord. On a oui, voilà. Et finalement... Vas-y. Finalement, en fait, Romaric fait de la photo aussi à côté. Et il avait pris une photo. Alors, je sais plus. Tu peux parler peut-être de cette photo à la base. Je sais plus où est-ce que tu l'as pris. Donc du coup, je fais de la photo et j'avais pris une photo en Allemagne. Et en fait, c'était une photo d'une statue. Et il y avait une image qui était assez puissante justement c'était un homme d'église, un homme d'église. Sur la statue, et en fait il tenait un bouquin comme sur la pochette, une sorte, ce qu'on pouvait interpréter comme étant soit une bible, soit un bouquin quelconque, avec une dague de plantée dedans. Je trouvais que l'image était super forte, et donc du coup nous on s'est dit, ça c'est quand même quelque chose qui colle pas mal aussi au message qui passe dans l'album, et donc du coup on s'est posé la question, est-ce qu'on peut pas retravailler un petit peu cette photo, etc. Et puis bon, ça fonctionnait pas forcément. Donc on a fait appel à Joe New Salem, qui est un super artiste qui fait du graphisme, de la photo, et qu'on suit quand même depuis un moment, parce qu'il il est nantais aussi. Et on lui a montré cette photo-là, on lui a demandé, voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose pour que ça s'inclue bien dans une pochette, en la retravaillant peut-être un peu. Et en fait, lui, tout de suite, ça lui a parlé. Il a eu directement une idée, mais pas d'utiliser ma photo, mais en fait de refaire une photo. Et c'est cette photo-là. Et honnêtement, il nous a envoyé son travail. Et en fait, c'est le premier jet qu'on a gardé, parce qu'en fait... on a adoré il a vraiment retranscrit parfaitement en fait l'idée qui était à la base voulue, et en plus les couleurs, tout ça là, ça donne un peu un aspect en plus vieille affiche de film, enfin. Ouais, c'était la seule directive qu'il avait eue. En fait, il fallait que on est au-delà de la photo de Romaric. De mon côté, en fait, même on avait l'idée d'un côté un peu justement années 80, un peu vieux film d'horreur. Ouais, genre un poster, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ou une vieille VHS, tu vois. Et, oui, avec un grain, un petit peu, ouais. Et il a pris le truc, en fait, et il a proposé l'idée, il a compris. Après qu'il ait envoyé son premier jet, on a essayé 2-3 tests avec différentes couleurs. En fait, on est revenu sur son idée de base parce qu'il a tapé dans le mille direct, quoi. Son idée était vraiment mortelle. Et, ouais. Il a vraiment une vision, quoi. Quand on lui a posé le truc, ça lui a parlé tout de suite, hein. C'est chouette quand ça se passe comme ça. En plus, c'est vrai que ce qu'on voulait aussi avec cette pochette, c'était non seulement se démarquer de ce qu'on avait fait avant, mais aussi un petit peu on réfléchissait à
à pas tomber forcément dans des clichés de ce qui peut se faire depuis 10 ans, comme je sais pas, les gravures. À un moment donné, on avait pensé à la peinture aussi, mais bon, pas le même budget. Peinture à l'huile en plus, on voulait un truc en peinture, c'est très compliqué. Ouais. C'était la première fois que vous travailliez avec New Salem? Ouais. Donc il risque d'y avoir d'autres fois si ça vous a tout de suite branché. C'est possible, oui, parce que en plus, en plus, il fait partie du label sur lequel on a signé par la suite, donc du coup c'est un hasard, mais on est amené en plus à continuer à collaborer, donc c'est pas exclu quoi. Après voilà, on sait pas de quoi l'avenir va faire. Bien sûr. Justement, en parlant de label, vous étiez sur Finistérian Dead End. Pas facile à dire. Là, ça y est, vous avez signé chez l'Ordalie Noire. Même chose, c'était aussi cette envie de changer de label pour dire de faire une remise à niveau, ou bien non, il y avait autre chose derrière? Dis, Nico. Non, parce que de toute façon, Finistérian, Laurent l'a été rendu au Canada. Après, honnêtement, je pense qu'il est encore actif. Il avait ressorti. Je pense qu'il fait encore des contrats de distribution et puis un petit peu de promo, mais nous c'était pas. On avait envie de changer parce que du coup on avait déjà plus ou moins arrêté de travailler ensemble depuis quelques années, quoi. De toute façon, En fait, on avait sorti l'EP là en 2020 en autoprod. Puis en fait, c'est juste, on voulait changer. L'Ordalie Noire, c'est un label qui est quand même plus orienté métal extrême. Et par rapport à la direction qu'on avait sur l'album, en fait, on voulait aussi, en termes sur la communication et tout, c'était du global en fait. La pochette plus sombre, le style plus sombre, un label plus orienté métal extrême. Et en fait, c'était juste une histoire de cohérence, quoi. Et nantais qui plus est. Est-ce que ça facilite la chose? Ça peut, oui, effectivement. Après, c'était pas forcément notre critère premier. Et si tu avais que ça s'est fait comme ça, c'est bien. Là, vous avez signé quand? En janvier? Un petit peu avant. Un petit peu avant. Signé, je sais plus c'était quoi, en novembre? Non, avant. Après le Muscadès. C'était après le Muscadès. En septembre, alors septembre-octobre, on a signé. Ouais, un truc comme ça, ouais. D'accord. Ouais, après, c'est le temps de prévoir toute la sortie, etc. Ça se prévoit quand même pas mal en amont, parce qu'il y a tout un plan de communication, la fabrication des albums, le pressage, quoi. Quel est le retour du public sur cet album? On est plutôt content parce que du coup on a eu, je sais pas Nico si tu veux en parler, mais on a eu déjà quand même pas mal une hausse assez considérable déjà en termes d'exposition sur les plateformes de streaming. Déjà ça c'est pas mal, donc la communication c'est quand même plutôt bien passé. Et puis du coup des retours un peu comme ceux que vous nous avez donnés, et bon on s'y attendait puisque du coup clairement le style a pas mal évolué. Et puis nous, à titre personnel, on était assez enthousiastes et confiants, je trouve, sur cet album-là, parce qu'on avait déjà eu pas mal de retours un petit peu plus proches, quand même, qui étaient très très positifs. Donc on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison. Mais on est assez content parce que du coup, ça va dans ce sens-là. Après, voilà, il va falloir continuer à travailler sur la com et à diffuser un maximum l'album pour pouvoir avoir un regard un petit peu plus objectif sur tout ça, quoi. On espère qu'à notre petit niveau, on va pouvoir vous filer un petit coup de main là-dessus. Mais bon, c'est petit niveau. Ça va peut-être donner envie après aux un peu plus gros de s'y pencher et de s'y coller. Robin, je vois que tu veux parler peut-être? Ouais, moi j'avais une question là quand je vous ai découvert. Du coup, j'ai commencé par le début, par le premier album, et j'ai été impressionné quand même par
par le son ultra fat que vous aviez et dès le premier album. Alors je sais pas si vous aviez sorti des démos avant ou pas, mais ma question c'était comment est-ce que vous venez d'autres formations avant d'avoir fondé Malkavian? Est-ce que vous avez bénéficié d'une expérience où vous avez appris sur le tas et auquel cas dès le premier album ça y est, votre son a été trouvé, il y avait la puissance du son, il y avait la maîtrise technique. J'ai l'impression que c'est un groupe qui, dès le premier album, en fait, avait son truc affirmé. Voilà ce qu'on veut faire. On va pas tâtonner 10 000 ans. Voilà ce que c'est. Et avec la maîtrise à la fois technique, surtout technique et de son qui va avec. Et est-ce que ça s'est passé aussi facilement qu'on a l'impression quand on l'écoute, ou alors est-ce que en fait derrière il y a plein de coulisses de bataille et voilà. Non, le premier album, quand on l'a enregistré, déjà, en fait, je pense que c'est surtout grâce au doigt magique d'Arthur de Brandby Record, chez qui on avait enregistré, qui est un super ingé son, hyper talentueux. Et il nous a vraiment, vraiment poussé, vulgairement, il nous a poussé au cul pour qu'on s'améliore, pour améliorer les prises, etc. Il était avec son fouet derrière nous, littéralement, quoi. Voilà. Et c'est marrant parce que cet album, pourtant, quand je le réécoute, j'ai pas l'impression qu'il a un son si puissant que ça par rapport à ce qu'on a fait par la suite. Alors, je vais peut-être t'énerver, mais je trouve qu'il y a un son très moderne, en fait. Il y a un son vraiment hyper propre, hyper calé, avec des basses propres et puissantes. Il y a un équilibre qui est déjà là en place, quoi. Et alors moi j'appelle ça son moderne, et je trouve que ce son vous l'avez moins sur le précédent. Je trouve que ça grésille un peu plus sur le dernier. C'est pour ça aussi qu'à moi, à titre personnel, il me plaît un petit peu plus dans ce que j'ai écouté en tout cas. Mais c'est vrai que dès le premier album, on se dit waouh, je sais pas si c'est de l'autoprod ou pas, mais alors déjà, il y a la maîtrise, c'est clair, du studio, la maîtrise technique, tout y est. Et ça m'avait impressionné. Je voulais voir si, effectivement, vous veniez peut-être avec déjà votre bagage, vos expériences, ou alors si vous avez appris comme ça. Cet album-là, le premier de Worshipping Mass, c'est littéralement le premier vrai album que je pense que je me trompe pas quand je dis que toutes les personnes qui étaient présentes dans le groupe à ce moment-là ouais, parce que Flo, il avait pas encore enregistré avec Incipiente à ce moment-là, je crois. Je crois pas. Ouais. Je crois pas. Sinon, pour les autres, après, on avait une petite expérience avec Nico parce qu'on avait enregistré un EP, mais bon, c'était à la maison, quoi. On avait fait ça à nous-mêmes. L'enregistrement, c'était à la maison. Moi, j'avais enregistré les voix dans le grenier de chez les parents de Nico. Oh, putain, et puis c'était un pote à nous qui avait mixé ça. C'était comment c'est Alexandre Liagre, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Alexandre Liagre. Et du coup, bon voilà, c'était la seule expérience qu'on avait. On n'avait pas vraiment, on avait une petite expérience en do it yourself, quoi. Oui, mais attendez. Si on reprend un petit peu les choses dès le départ, en 2005, vous êtes 5, vous fondez le groupe, d'accord? À peu près 2 ans plus tard, il y a la démo. À peu près 1 ou 2 ans plus tard, il y a le premier EP. Et déjà à partir du premier EP, donc même pas encore le premier album, vous vous produisez déjà sur scène avec des grands noms comme Claude et Misanthrope. Je me trompe? Non, ouais, c'est ça. Alors, on se dit quoi quand après 3-4 ans d'existence et seulement un EP, je redis un EP et une démo, on est déjà dans le sillage des grands noms emblématiques. C'est pas rien. Ouais, c'est sûr. Après, nous, on avait plus l'impression de découvrir un petit peu tout ça et de. On débarquait clairement, ouais, c'est clair. En plus, ça s'est fait assez doucement parce qu'en fait, pendant toute cette période-là, on a eu pas mal d'absences parce que du coup, par exemple, moi, pendant un moment, je suis parti en Irlande. On avait un guitariste qui était parti en Roumanie, donc en fait, il y a eu des breaks. Et puis après, quand on a commencé les concerts, ouais, c'était vrai que les premières fois, on se dit pas grand-chose en fait. Hein. C'est quand on a un peu la tête dedans, on se rend pas, je sais pas, on se rend pas trop compte. Et puis, non.
À ce moment-là, Après, en fait, si tu travailles au jour le jour, on peut pas dire que c'est des. Enfin, ça reste quand même des dates. Ça restait quand même des dates locales. On va pas non plus se mentir, ça restait chouette, mais c'était. Un misanthrope, quoi. ouais, non, mais c'est hyper cool, c'est un super souvenir. Mais en fait, à cette époque, ouais, vraiment, on a commencé à essayer de se planifier quelque chose. C'est vraiment à partir du premier album, hein, enfin, c'est pour ça que moi, quand je dis que le vrai départ, alors, le vrai départ du groupe, même si les gars avant, enfin, il y a eu des membres qui ont enregistré des albums et tout, des gars avec qui je m'entends encore, etc. Mais c'est quand ça va être 2012, ouais, 2011, 2012, quand on a eu la formation qui a fait le premier album. Et là, enfin, on avait commencé à planifier quelque chose. Après, bah, trouver le label, commencer à faire le Metal Sérieux, Corner. quoi. Ouais, faire le Metal Corner, puis ça nous a amené sur le deuxième album, plus bah, après le Hellfest sur l'altar et tout ça, quoi. Mais sur les deux premiers EP et démos, je pense qu'on était juste clairement des branleurs. En fait, on voulait faire des choses, mais en fait, on savait pas du tout comment les faire. Et puis, bah ouais, on avait nos vies à côté, on était encore en études, On on donnait pas partait sur trop les moyens aussi. Hein. clairement. Donc, Ouais. du coup, bon, même si on était quand même sérieux, et Nico et moi, c'est vrai qu'on était quand même assez. Enfin, on essayait quand même de pousser le truc, mais honnêtement, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression d'avoir de la chance, quoi. En fait, si pour répondre à ta question, on se disait, waouh, on joue au Ferrailleur avec Misanthrope. En plus, c'était le Ferrailleur, je sais pas, ça n'existait pas depuis hyper longtemps, je pense, quand on a dû jouer avec Ferrière, eux. c'est 2007, hein, ouais, je crois que c'est la première année. Ouais, c'est ça. On avait déjà fait un Ferrailleur d'ailleurs, hein, avant. Ouais. Mais bon, voilà, on était, quand on nous propose ça, c'est clair voilà, on est hyper content. C'était notre première partie, quoi, en fait, de jouer avec Misanthrope. Donc voilà, c'est sûr que sur le coup, on était très content, mais on se rendait pas vraiment trop compte. Voilà, quoi. C'est parce que Et comme on te disait avant 2012, c'était un peu moins structuré dans nos têtes et voilà, c'était un peu moins pro entre guillemets. peut-être, mais quand même, en 2011, vous avez été au Motocultor. Ouais, c'est ça. Bah, Et vous c'est faites un en 2011. Motocultor alors que vous n'avez qu'un EP et une démo. Ouais, c'est vrai, bah, c'était les débuts du Motoc, mais c'était une opportunité qu'on avait eue et je pense que c'est effectivement, si tu fais bien de le rappeler, c'est vrai que ça date tellement, mais je pense que c'est un peu le début ce que disait Nico, quoi, là où on a commencé un petit peu à regarder, à faire les choses autrement. Et c'est là qu'en plus, bah, Flo, qui est toujours le bassiste de Malkavian, venait juste d'arriver. À l'époque, il y avait Alex qui était arrivé aussi très récemment. Moi, c'était leur deuxième concert avec Malkavian. Alex qui a été sur les albums jusqu'à Electing the Shades. Donc, il est parti, je sais plus, en 2019, je crois. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est là la formation du Malkavian qui a commencé à prendre les choses un peu plus au sérieux, venait juste de se faire. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu, ça correspond, quoi. Ça coïncide. Voilà. Petite parenthèse justement sur le line-up. Vous êtes les deux personnes du line-up originel, Nicolas et toi, les survivants. Et hormis hormis alors Kylie Cornec qui a tenu la passe de 2005 jusqu'à 2010 et qui a laissé sa place à Florian à partir justement de 2011 là jusqu'à maintenant. Ça a pas mal bougé quand même, surtout niveau batterie et guitare. Alors j'ai plusieurs questions là-dessus. La première, un petit peu en forme de clin d'œil, c'est que je vois énormément de formations qui font des appels à on demande batteur, on demande batteur. Vous en avez eu au moins 4. Non. 3. Wow. D'accord. Bon. Alors, c'est quoi votre secret pour la débauche, l'embauche de batteur? Je pense que ça, les autres groupes vont être contents. C'est pas facile. C'est pas facile. Bah vas-y Nico, parce que c'est vrai que du coup t'étais quand même pas mal aux premières loges pour les entretiens d'embauche. Non, bah c'est que Marty, là, Qu'est-ce le que t'as batteur. promis? Non, c'est que Marty, le batteur actuel,
On se connaissait déjà depuis pas mal d'années parce il évolue, il a toujours d'autres groupes à côté, il évolue dans d'autres formations nantaises. Et je pense qu'à un moment, il avait besoin d'un peu de renouveau, d'un autre projet. Et le départ d'Alex coïncidait totalement avec ça. Enfin, de toute façon, on se parlait déjà beaucoup à ce moment-là, quoi. Donc, quand il était question de changer de batteur, je l'ai contacté direct et il était chaud, quoi. Alors, il y avait au niveau du niveau technique, Alex, c'est vrai qu'il a un jeu très, très, très technique, donc il y avait un gros défi, mais il a pris le pli et voilà. Et non, il n'y a pas eu de. Il a clairement apporté sa patte aussi, Marty, ouais. Martin, et en plus, Ah oui, c'était vraiment. Ça collait vraiment avec ce qu'on voulait en plus, donc c'est top, quoi. Enfin, on est vraiment hyper heureux d'être avec lui. L'album qu'on a fait, je ne sais pas si on aurait pu le faire avec Alex, vu que sur le côté épuré, le côté beaucoup plus lancinant, beaucoup moins technique, beaucoup moins vitrine. Voilà, quoi. Enfin, là-dessus, c'est bon, quoi. Bon, après, si on avait eu on avait eu 2-3 batteurs en audition, je crois. Ouais, il y avait d'autres batteurs, mais bon, après, voilà. Non, on a eu de la chance, je sais pas. Écoute, on n'a pas galéré, quoi. Mince, il n'y a pas de secret alors. Non. Non, je sais pas. Après, peut-être que du coup, d'une certaine manière, il y a à ce moment-là, au moment où on a recherché des batteurs, il y avait une certaine attractivité. Après, c'est quand Alex est arrivé dans le groupe, c'était aussi des rencontres, parce que du coup, je crois qu'Alex, on l'avait eu grâce à Il est rentré via Flo, ouais. Ouais, donc du coup, bon, c'est on va dire un concours de circonstances, de connaissances, etc. C'était un jeune batteur qui voulait faire ses preuves, donc on va dire ça lui a donné aussi un peu. Il était hyper motivé, etc. Donc il a progressé, il a évolué avec Malkavian. Au moment où Marty est rentré dans le groupe, c'était aussi quelqu'un qu'on connaissait déjà, quoi, de la scène. Donc ça s'est fait assez naturellement, finalement. Comment vous gérez comme ça les départs et les arrivées? Alors, je précise ma pensée, c'est est-ce que quand quelqu'un décide de partir, alors je sais pas, ils sont peut-être pas partis, c'est peut-être vous qui les avez gentiment mis dehors, mais si ce sont des personnes qui ont décidé de partir, c'est quoi? Ça fout toujours un petit coup au moral en vous disant merde, il va falloir repartir à zéro, retrouver quelqu'un ou... Et l'intégration, justement, et l'arrivée, c'est comment justement vous faites? Est-ce que vous demandez aux personnes qui arrivent de chausser les chaussons des précédents ou au contraire, comme tu viens de le dire pour le batteur, vous vous dites, c'est autant de possibilités d'évoluer, de prendre des choses que eux peuvent apporter pour aller vers ailleurs? C'est un peu entre les deux, parce que du coup, pour répondre à ta deuxième question, forcément, on va pas dénaturer les morceaux non plus qui ont déjà été enregistrés, et donc il faut quand même arriver à se réapproprier, même si c'est pas forcément du mimétisme, mais il faut quand même qu'il y ait une sorte de fidélité, quoi. Mais par contre, ouais, clairement, l'idée c'est aussi que la personne elle s'épanouisse, quoi. On veut quelqu'un qui se sente impliqué, qui se sente bien dans le groupe, donc il n'y a pas de, enfin, on va pas partir à faire, je sais pas. Du reggae évidemment, ou un truc qui n'a rien à voir, mais on laisse quand même une certaine indépendance, enfin, pour avoir sa personnalité. Vous n'auriez pas été chercher quelqu'un en live, par exemple? Un musicien live de session, si ça arrivait comme ça en plein milieu d'une tournée, par exemple? Si on l'aurait fait. Je dis juste que c'est déjà arrivé, en fait, pour du live. D'accord. Ouais, on a déjà eu des guitaristes de remplacement pour des personnes qui n'étaient pas disponibles. Enfin, on a des potes qui pouvaient nous remplacer sur des trucs, sur des dates. Mais après, pour moi, Malkavian, j'ai toujours vu ça comme un groupe de 5 personnes. Et je trouverais ça dommage comment dire, de garder que des musiciens de session ou de live à côté, quoi. Ça peut être juste pour dépanner, mais bon, voilà, c'est vraiment temporaire, quoi. C'est pas le but.
Je me permets, tant que j'ai la parole, là, il va falloir que j'y aille parce que j'ai une autre interview. Donc, je peux pas rester plus longtemps. En tout cas, je te remercie d'être resté jusque-là et de nous avoir accordé ces quelques instants. Nicolas, est-ce qu'on continue avec toi ou on se dit On au peut revoir? continuer, ouais. Non, on peut continuer. Moi, D'accord. c'est bon. On salue tout le monde et Merci Nicolas, beaucoup en tout cas, Romaric. Bonne interview. Il est très demandé, là, c'est avec son autre projet, Damage Done, là, vu que l'album sort aussi bientôt. Ah bah oui, dans ce cas-là, c'est vrai que ça fait beaucoup de demandes. Bon, il est très c'est pas actif en ce grave, de moment. toute manière, il y a toujours toi pour répondre aux questions qui restent. Ouais. Ça change quoi justement des changements de line-up? Ça change quoi? Alors, sur les 2 premiers albums, c'était pas forcément important, mais là, parce qu'on cherchait juste des membres, en fait, déjà, quand il y a eu les changements, quand on avait, avant de faire le premier album, on cherchait surtout des membres pour continuer le projet, quoi. Et j'avais quelques compos en cours, mais c'est tout. Là, par contre, au départ d'Alex et du coup de Mathieu, après Annihilating pour diverses raisons, je sais qu'avec Romaric, on avait déjà le projet de faire quelque chose de plus, comment dire, voilà, s'éloigner du trash technique moderne, crossover, tout ça. On voulait déjà ça. Du coup, on a quand même dû choisir des personnes qui étaient aptes à partir dans la même direction que nous, quoi, qui s'attendaient pas à ce qu'on continue de faire le style qu'on faisait avant. Ah oui, oui, Et bien par sûr. chance, Marty vient du death metal, notre batteur. Donc, pour lui, justement, c'était du pain béni, quoi, de partir sur quelque chose de plus mid-tempo, plus lourd, plus méchant. Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment c'est palpable, hein, et d'autant plus en live, ce côté vraiment, comme tu dis, plus lourd, plus poisseux enfin poisseux. Moi, quand je le dis, c'est plutôt le bon. Ouais, moi, ça Le me va, bon hein. côté de la chose. Enfin, j'irai peut-être pas jusqu'à parler de sludge, mais il y a quand même quelques personnes, oui, effectivement, qui entendent ce petit côté de son qui grésille comme ça et qui reste. Comment vous faites pour composer, justement? Ça se passe comment? C'est toi qui composes et les autres qui se calent dessus ou... Alors, sur l'album, là, il y a une grosse majorité des morceaux que j'ai composés, mais je compose les structures de base, on va dire. Et ensuite, chaque membre va apporter des idées en plus. Je suis pas du tout en mode totalitaire. On fait les morceaux d'une telle manière. Justement, je propose pas mal d'idées. Ensuite, avec les gars, on fait le tri et on est tous les 5 à choisir ce qu'on garde pas. Ensuite, il y a un morceau là qui s'appelle Torment vers la fin de l'album. C'est essentiellement notre batteur qui l'a composé, Marty. Et Flo et Alex, donc Flo le bassiste et Alex le guitariste, ont apporté pas mal d'idées d'arrangement. Flo d'ailleurs a beaucoup d'idées de guitare harmonisée pour porter des ambiances un peu néoclassiques mais très sombres en même temps. Parce que lui, il a un groupe de black metal à côté, là, Incipient Chaos, donc il est hyper à l'aise avec tout ça, quand ça lui part direct. Et il a plein de super idées, quoi. Donc en fait, je fais de la base et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice derrière, quoi. Et Romaric aussi a des idées. Ok. Et moi, j'avais une question, c'était sur les thématiques abordées. Est-ce qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là? Parce que quand on regarde la pochette du premier album, le titre du premier album, on se dit que ça a l'air un peu, alors pas engagé, mais que ça a l'air de parler un peu de la société, de l'individu face à la société. Il y a un peu ce côté-là, je trouve. Et Ouais, bah, c'est les thématiques de trash, quoi. ouais, exactement, voilà, Clairement, ouais. c'est ça. Donc, Ouais. oui, oui, oui. Et du coup, après, c'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve par la suite, ni dans les visuels, ni dans les paroles, j'ai l'impression. Alors, du coup, qui écrit et de quoi vous vous inspirez? Est-ce que vous avez quand même des lignes, ou plutôt des routes sur lesquelles vous allez, des thématiques qui vont revenir ou pas? Annihilating the Shed, il y avait alors, c'est Romaric qui écrit les paroles et 99%. Annihilating the Shade, ça parlait
du questionnement sur les évolutions technologiques, l'asservissement de l'homme avec la technologie, et ce genre de choses, plus même des trucs, des rapports avec l'évolution, enfin, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à maintenant, comment la société a évolué, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que finalement, enfin, est-ce que ça a servi à quelque chose, quoi. Voilà. Et ensuite, à partir de l'EP, Splattering the Wall, on est parti sur Splattering the Wall, qui est une thématique sur les flagellants, sur en gros, l'adoration complètement exacerbée de Dieu, et Le fanatisme, quoi. le fanatisme total, l'aveuglement qu'il y a derrière. Pardon? Ah, on l'a perdu. ah. C'est bon? Il y a une petite coupure là. Ah, ça y est, t'es revenu là. Oui, c'est oui, toi oui. qui es revenu. Alors, en fait, on n'a pas attendu toute ton explication sur, Ah mince. sur les flagellants parce que tu étais parti, on ne sait Ah où. ben, d'accord. Bon, bah, en Alors, gros, moi, je l'entendais, mais il y a eu un bug. je vais le redire. Donc, c'est tout ce questionnement sur sur le fanatisme. Donc, on a une approche un peu plus athéiste, on va dire, de notre côté. Après, ouais, les questionnements sur la mort, le deuil, etc. Et c'est des thèmes qu'on a développés, surtout Romaric a pu mieux en parler, mais c'est des thèmes qu'on a vraiment développés dans l'album d'Illusion sur, comment dire, la désillusion de la vie, toutes les phases dures qui nous... Pardon? Oui, ça Je porte dis, bien. du coup, l'album porte bien son nom. Ah bah oui, complètement, ouais. Voilà, quoi, c'est juste l'image de certaines phases qu'on a traversées dernièrement, et bon, on avance dans la vie aussi, on découvre des choses, pas forcément des choses très joyeuses, et puis voilà, quoi, il y a tous ces questionnements, les doutes jusqu'à ce qui se passe à travers la mort, qui sont les thématiques actuelles du groupe, quoi. Ok, ouais. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que vous ne vouliez pas d'un nom anglais, mais vous chantez en anglais. Or, Oui. les paroles sont quand même, les thèmes sont quand même super importants. On voit que tout est réfléchi, jusqu'à l'artwork, vous cogitez, vous phosphorez quand même vachement. Vous n'avez jamais tenté de chanter en français? Parce que c'est quand même de plus en plus maintenant qu'on entend chanter en français. Ouais, c'est vrai. Alors, sur le premier EP, il y a un morceau en français. Mince, j'ai pas écouté l'EP. C'est pas grave. Je crois que c'est l'EP ou je sais plus si c'est l'EP ou la démo. Non, mais c'est pas grave. C'est pas forcément des paroles très matures. Parce que le chanter en français, c'est très bien, mais ça peut vite sonner cliché. C'est vraiment un exercice très, très difficile. Dans le métal, faire des paroles percutantes, poignantes en français sans qu'on rentre dans un... Enfin, je ne veux pas donner de nom, mais je trouve que c'est dur. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. C'est pas donné à tout le monde, hein, effectivement. Hein, mais c'est là aussi où on voit la force de l'écriture, de la composition. Et j'avoue que autant il y en a qui me disent détester, par exemple, écouter un album de Black en français, ça va pas, ça colle pas ensemble. Ben, moi, j'adore parce que justement, je comprends les paroles. Je suis bien en anglais. Donc, je suis un petit peu frustrée de ne pas comprendre les paroles. J'ai juste le titre pour me donner potentiellement une indication. Si je chope les paroles, ben voilà, je peux essayer de les traduire et compagnie, tant bien que mal. Mais c'est parfois un petit peu frustrant, surtout quand on sent qu'il y a quelque chose derrière et que tout est réfléchi. On se dit j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné en français et puis quel mot aurait pu être choisi justement. C'est ça.
Et ouais, mais je pense que ouais, le choix des mots, c'est avec le débit. Enfin, on fait pas du black metal lancinant où on a Oui, le temps de poser une belle prose. Voilà, j'ai pas envie que ça sonne comme une espèce de groupe de punk. J'adore le punk, hein, mais enfin ouais, j'ai peur que ça vire dans les clichés, que ça fasse un peu groupe d'adolescents. C'est juste sur le choix des mots, hein, clairement, c'est pas l'histoire des thèmes, mais ouais, pour l'instant, c'est pas du tout dans les tuyaux de chanter en français, quoi. d'accord. Vous rêvez de quoi maintenant? On rêve de quoi? Euh, Reprendre la route, refaire des tournées, refaire des festivals, et tous les trucs classiques d'un groupe de musique, quoi. Clairement, on cherche pas à vivre de la musique parce que de toute façon, le métal en France, on sait, c'est pas assez mis en avant. Mais avoir assez de notoriété pour pouvoir tourner un maximum et que l'album soit reconnu, quoi. Mm. Aussi. Que l'album fasse parler de lui, et moi, ça me suffira amplement déjà. Ça a été quoi le plus beau compliment qu'on ait pu vous faire? Le plus beau compliment, j'ai jamais pensé à ça. Euh, Ouais, donc du coup, ça veut dire que c'est une question qui change les autres. Ouais, clairement, ouais. En fait, je trouve qu'il n'y a pas forcément de plus beau compliment, parce que Ou qui t'a touché le plus, si tu veux. Mhm. Je pense que c'est en rapport avec le dernier album, hein. Quand on avait commencé à présenter les nouveaux morceaux, quand les gens ont senti de la différence, et enfin, nous ont dit ouais, là, il se passait quelque chose, en fait, par rapport aux autres albums qui sont plus trash moderne technique, où c'est du riff, mais bon, c'est du riff. Clairement, maintenant, avec il n'y a pas d'ambiance, on voulait pas faire partager un message. Et là, c'est ce qu'on voulait faire avec cet album, et ça fonctionne. Et quand les gens viennent nous dire justement qu'ils ont ressenti quelque chose, que là, ils ressentent quelque chose à travers la musique, pour moi, c'est la plus belle chose qu'on m'ait dit par rapport au groupe. Je m'en fous clairement qu'on me dise, ouais, tu fais des super solos, ouais, tes cheveux, j'en sais rien, pas tout ça, je m'en fous, quoi, clairement. Il y a des gens qui viennent te parler de tes cheveux. Mais c'est déjà arrivé, ouais, non, mais putain, mais c'était une... On s'en fout. Non, mais ouais, voilà. Après, les histoires de ouais, vous avez un super niveau technique, ou ouais, le son était trop bien. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas des avis. Enfin, je vais pas y repenser le lendemain, quoi. Je m'en fous. Est-ce que le fait, parce que entre le deuxième et le dernier album, il y a quand même eu 7, 8 ans, et les années Covid qui étaient entre deux. Ouais. Est-ce que ça a joué quelque chose, justement? Ce Là, il y a petit eu. hiatus et puis cette période angoissante pour tout le monde, finalement. Le Covid, ça a été chiant parce qu'on pouvait pas répéter, pas faire de concert. Mais après, en soi, le Covid n'a pas influencé la direction de l'album. Parce D'accord. que déjà, le EP La Splattering date de 2020, donc 3 ans après le Annihilating. Savoir qu'Annihilating, après, on a fait quelques dates, on a fait le Hellfest en 2018. Après, bon, il y a eu le départ d'Alex 2019. Donc, en fait, l'EP est finalement arrivé extrêmement vite pour nous après Annihilating. Ensuite, il y a eu le Covid, donc on ne pouvait pas forcément se voir pour répéter. Voilà, mais l'album en vrai est prêt depuis 2022. Les compos sont finis depuis 2022. Ah oui, d'accord. Mm. On a pris notre temps pour l'enregistrement parce qu'on a eu des histoires de vie privée. Moi, j'ai eu une grosse blessure au bras pendant presque 6 mois. J'ai pas pu faire de guitare, par exemple. Donc, Mm. forcément, l'album prend 6 mois de retard avec ce genre de choses, hein. On a pris le temps de faire le clip sur plusieurs mois. Donc, non, en vrai, là, 7 ans, mais
Donc, ouais, entre Annihilating et Delusion, en vrai, il n'y a que 5 ans en termes de composition. Avec D'accord. l'EP au milieu, et l'EP date de 2020, et l'EP commençait déjà à donner la direction qu'on voulait, quoi. On a réutilisé le morceau Splattering the Wall sur l'album Oui. parce qu'on avait voulu le réenregistrer, c'est Church of Violence. C'était déjà les prémices de ce qu'on voulait faire, quoi. On commençait à chercher quelque chose de différent, un nouveau style, un autre type de son, justement, un son un peu plus raw, un peu plus crade, sans arriver plus dans un son de démo un peu chelou, quoi. Mais on était déjà sur tous ces questionnements, quoi. En fait, il n'y a pas eu de moment où enfin, tout s'est fait naturellement. C'était déjà prévu en fait qu'on fasse ça. D'accord. Des scènes comme le Hellfest, ça vous manque pas? Si, clairement. Ah, c'est une grosse adrénaline. C'est marrant parce que quand on arrive quand on arrive le matin, enfin à côté de la scène pour se préparer, on se dit, ouais, ça va être. Est-ce qu'on va être bouffé par le stress, etc. Mais une fois qu'on arrive sur scène, il y a tellement d'adrénaline qui arrive. Non, c'est trop, trop bien. Mais du coup, oui, ça me manque clairement. Donc J'espère qu'on là, va pouvoir le refaire là. c'est ça. C'est en ligne de mire, on espère Bah, pouvoir. faut voir si on arrive à avoir pas mal de dates. Faut aussi refaire ses preuves, hein. On a eu la chance de le faire une fois, c'est déjà pas donné à tout le monde. Pour le refaire une deuxième fois, faut montrer qu'on a fait des paliers d'évolution, qu'on a réussi à aller plus loin, quoi. C'est pas en faisant 2-3 dates à Nantes qu'on va réussir. Il n'y a aucune prétention de faire des festivals si on fait que du local à côté, quoi. Il y a Oui, beaucoup, bien beaucoup de sûr. travail à faire là maintenant. L'album est sorti, mais en fait, c'est que le début du chantier, quoi. Quand tu as été blessé comme ça à ton bras, t'as pas eu peur que tout s'arrête finalement? Si, si, parce que j'avais quand même refait un concert et ça a été c'était le concert de trop. En gros, j'avais une déchirure partielle du tendon, mon biceps a failli se retrouver au niveau de l'épaule. Donc, encore un peu, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, j'ai des images là. Bon, le tendon n'a pas rompu, j'ai eu de la chance, mais il était hyper amoché. Mais à quelque chose près, ouais, bah, j'aurais eu de la rééducation, etc. Et après, au niveau de force, au niveau de la motricité, c'est plus la même, hein, clairement. J'aurais dû faire du doom après, quoi. Enfin, Donc, comme ça se trouve, j'aurais même pas pu continuer la guitare, en fait, clairement. tout ce qui est le côté technique, ça y est, c'est à côté, c'est plus en vie. C'était une question de démonstration. C'était quoi en fait à la base? C'était aussi par rapport à ce qu'on écoutait. Ça allait du trash à la Testament, etc., vers des trucs comme nécrophagiste et tout. Donc forcément, on est influencé par... On a envie de faire du sweeping, on a envie de faire des plans techniques avec des signatures, des mesures composées un peu cheloues, Puis on avait notre phase Meshuggah aussi, donc quelques riffs qui vont se déphaser. Et là, maintenant, il y a plus une urgence. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est plus sur ce besoin technique. On a plus le besoin de faire ressentir des émotions à Le côté travers viscéral. ouais, le côté beaucoup plus viscéral. C'est pour ça qu'on a simplifié les structures. D'ailleurs, c'est pas évident. Quand on est habitué à faire des plans techniques, donc du riff, du riff, du riff, quand on veut faire des choses beaucoup plus simples, mais apporter vraiment, transmettre la musique via l'atmosphère et pas par regarder, je sais jouer plein de trucs hyper vite, c'est pas évident au début, hein, parce qu'on a toujours les réflexes de vouloir faire plein de notes, plein de trucs, et puis en fait, finalement, ça dessert totalement les compos. Il y a des morceaux qu'on a carrément simplifiés dans les nouvelles compos. Par rapport aux premières moutures, il y a des choses qui sont totalement différentes, des riffs beaucoup plus simples. On a viré plein de trucs hyper techniques parce que ça servait à rien. On s'est rendu compte que ça servait à rien dans les morceaux, quoi. En fait, c'est un peu comme ceux qui écrivent des haïkus. Ça semble hyper simple, mais c'est justement toute l'émotion qui passe dans cette simplicité qui apparente.
Et c'est le plus difficile à écrire, justement, d'aller dans quelque chose de plus simple. Je souris parce que il y a Robin qui est là, qui fait aussi partie d'un groupe et qui, lui, a plutôt tendance à mettre des riffs un petit peu partout. C'est quoi ton groupe? Moi, c'est Cyprine, le groupe. D'accord. Et alors, c'est pas tant technique, c'est pas aussi technique ni aussi propre quand on joue d'ailleurs, mais c'est le côté une mesure en 11/4 ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses que j'aime bien. Et en fait, c'est des choses qui me viennent un peu naturellement. C'est-à-dire que quand je tape tel que je le pense, ben, ça fait du 11/4, ça fait du 7/4, ça fait des choses comme ça. Et du coup, après, j'ai tout un retravail pour essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus accessible. Et puis surtout, un travail au niveau de la structure du morceau, c'est-à-dire l'architecture. Il faut une ligne rouge et on va creuser cette ligne rouge et tous les riffs qui découlent un peu de cette même idée. Alors que moi, avant, c'était, bon, bah là, on a fait un riff, le riff suivant, il faut qu'il soit totalement différent. Il faut que ça soit ultra varié, mais du coup, ça fait un bordel sans nom où on se retrouve avec 17 riffs dans une compo. Et bon, ben, ça sert pas à grand chose non plus. On est content, on l'a fait. Voilà. Mais en soi, il n'y a pas de. L'émotion, elle n'est pas non plus là. Et du coup, moi, c'est vrai que j'apprends là, en recomposant le second album, qui j'espère un jour sortira, à vraiment me focaliser sur une ligne rouge, sur une compo, une idée. Et tu vas creuser autour de cette idée et pas trop t'en éloigner. Et puis si tu as d'autres idées, bon bah ça sera pour la prochaine compo. Et du coup, à épurer un peu les choses, quoi, à chaque fois. Et bah, c'est exactement ce qu'on a fait pour Delusion, justement. Ouais, et bah c'est dur. Très dur. C'est vraiment très dur parce qu'effectivement, il y a des réflexes. Alors moi, c'est pas sur le volet technique plein de notes, mais c'est sur le volet. Ah putain, là, il me faut un riff qui n'a rien à voir avec l'autre. Enfin voilà, c'est plus ce côté-là bordélique, un peu foufou, quoi. Ouais. Donc, ouais. Effectivement, je suis un peu dans cet apprentissage. Je suis plutôt content de moi pour le moment, mais quand tu parles de ce que vous avez vu comme travail de composition pour votre dernier album, là, ça me parle totalement, effectivement. Et quand on est dans le death metal ou des musiques extrêmes, c'est vrai qu'il y a toujours un côté démonstratif, mine de rien. C'est pas toujours forcément au niveau technique, genre le sweeping ou l'ultra vitesse, mais le plus brutal, le plus lourd, le plus... Voilà, celui qui a quelque chose à démontrer. Et c'est vrai que ça, c'est un cap. Moi, aujourd'hui, en tant que compositeur, j'ai passé quand même. Voilà. Et donc, je comprends totalement ce que tu dis quand tu parles de épurer les morceaux. Il y a plein de trucs. C'était très riche, mais finalement, émotionnellement, ça apportait rien, donc on vire. Et voilà. Et ça, c'est un travail que je fais actuellement. Je pense que vraiment, c'est ça qui est important, ce que tu dis, Nicolas, et puis ce que tu dis aussi, Robin, c'est que le fait d'épurer apporte justement tout ce côté d'émotion, de musicalité, et que c'est ça qui doit primer quand même avant tout. Et Nicolas, si c'est ce que vous avez cherché justement sur ce dernier album d'Illusion, eh ben, ce que je peux dire, en tout cas à tous ceux qui vont regarder, c'est que allez acheter l'album, mais allez aussi voir Malkavian sur scène, parce que franchement, là, on se prend la claque et on se fait « Waouh !» Ah, c'est pas ce que j'imaginais quand j'avais écouté les premiers albums. On arrive et là, on voit un groupe et on fait « Ah ouais, mais non !» Alors, non, enfin, non dans le bon sens du terme. Non, dans le sens, non, c'est pas ce à quoi je m'attendais et c'est tant mieux. Mais, et c'est autre chose. Voilà. Et à chaque fois, voilà, ça fait 2 fois que je vous vois. Et à chaque fois, eh ben, j'ai toujours quelque chose en plus. Là, comme je disais, samedi, j'avais cette sensation encore un peu plus étouffante, angoissante. On en a parlé plusieurs fois, mais elle était réelle. Voilà. C'est pas juste reprendre, tu vois, tes mots. On en parlait un petit peu avant qu'on enregistre. Et c'est vraiment la sensation que j'avais eue d'avoir quelque chose. Je pense même avoir dit ça à Eva de Lord Alinoir. C'est waouh, là, j'ai encore entendu autre chose. Quelque chose un petit peu plus blackisant. Voilà, pour pas dire black, parce que c'est pas black, mais ce côté un petit peu, voilà, sombre, étouffant. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller vous voir. 2025, ça fait 20 ans.
Oui, mais bon, les débuts, ça compte pas trop. Si, les On débuts, aurait ça dû changer de nom. On aurait déjà dû changer de nom en 2012. Là. Mais c'est pas grave, parce que si tu regardes en arrière, Nicolas, et si tu regardes le Nicolas, j'aurais dit vous avec Romaric, mais si tu regardes en arrière et que tu vois Nicolas d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi là maintenant? Continue les études. Non, j'en sais rien. Non, je plaisante. Et tu sais quoi comme étude d'ailleurs, si c'est Non, mais pas moi, indiscret? je suis allé jusqu'à la licence dans la vente d'instruments de musique, mais j'ai arrêté parce que. Enfin, j'ai eu ma licence. Et après, je suis parti vendre des bières. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que tu connais le Cold Crash. Moi, j'aime bien la bière, oui, mais c'est évident. D'ailleurs, elles sont très bonnes. Les bières de la brasserie Nautil sont très, très bonnes. Je confirme, totalement. Donc, qu'est-ce que je lui dirais? Ah, je sais pas. Par rapport à la musique, déjà, je lui dirais comme j'ai dit tout à l'heure, ne te perds pas dans cette espèce d'ego de musicien, de technique et quoi que ce soit. Va faire quelque chose de plus simple ou. Ouais. Oui, surtout que il y a. Alors moi, ça c'était à titre personnel, mais moi quand je me suis mis à composer, j'ai composé dans l'urgence. J'ai toujours voulu être dans l'urgence, être dans le. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit nerveux, il faut pas que les gens aient le temps de comprendre, il faut que ça aille plus vite que la pensée, en gros. Ouais. Et ça, alors ça peut faire un style, hein, ça peut faire une personnalité musicale, très bien, mais sauf que moi, dans mon expérience de Zikos et d'apprenant, ça m'a beaucoup ankylosé déjà pour l'apprentissage. C'est-à-dire que moi, il y avait un riff, je voulais le jouer à la vitesse à laquelle les joue. Donc je prenais un riff d'origine, tu vois, et je voulais le jouer à la vitesse à laquelle il joue. Je sais pas si Ouais, tu bah vois pareil. le Pareil. truc. Et moi, à chaque fois, tous mes profs, alors ils m'engueulaient pas, mais ils me disaient, mais Robin, il vaut mieux que tu le joues très bien à 60 BPM que pas bien à 260 en fait. Et moi, dans ma tête, non, parce qu'il y avait une urgence, comme si j'étais poursuivi, je sais pas, c'était, si ça passait à peu près à 260, ça me satisfaisait plus Et que à je pense 60 que BPM. quand on est jeune aussi par rapport à ça, je pense qu'il y a le côté un peu manowaresque du métal, tu vois. Genre, si t'es pas capable de le faire à 200, 220 Ouais. comme sur album, Et c'est dans que le t'es pas un métal, vrai. C'est la il y honte, a, tu vois, c'est que t'es pas un vrai, oui, quoi. et le métal, il y a un côté compétitif aussi, un peu Ah, de comme dans le ouf. rap, il y a des battle rap et tout, la meilleure punchline. Dans le métal, même s'il y a des solidarités et que les gens sont globalement top et tout, il y a quand même ce truc de waouh, la double, t'as vu ce qu'il a fait là sur la double? Il y a quand même ce truc. Bon, et du coup, moi, c'est vrai que j'étais dans ça, et si ça passe à peu près, ça passe. Voilà, et aujourd'hui, je désapprends totalement ça. Bah oui, parce que quand tu arrives au moment d'enregistrer un album, le à peu près, ça marche pas. Ah, t'es baisé. Donc, T'es baisé. à moins Tu de pleures. recaler toutes les notes, avant de faire de l'édit et tout recaler, et là, du coup, c'est plus toi qui joues, Ah ouais, non, c'est ton non, logiciel, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on n'a pas voulu, justement, pour l'enregistrement. Et l'enregistrement a été une tare. Mais aujourd'hui, si on l'enregistrait aujourd'hui, ça serait moins difficile. Il y a eu un apprentissage, etc. Mais quand on l'a enregistré, ça a été la croix et la bannière, hein. Vraiment. Donc, oui, oui, ça a été très, très compliqué. Et c'est là où moi, je me suis pris des claques sur claques, où mon à peu près, ça m'allait. Et on me disait, oui, oui, mais sur scène, ça passe, ok. Mais là, l'ordinateur, non. non, mais L'ordi, voilà. l'ordinateur dit non. En fait, il faut apprendre à mettre son écho de côté, jouer soit Ouais, de baisser les tempos, et s'il ne faut pas baisser les tempos, bah, juste simplifier les riffs, quoi. C'est pas bien pour ça sûr. que la qualité sera moindre derrière. Non, tout à fait. Ouais. Mais voilà, ça a été un vrai apprentissage. J'y suis toujours dans cet apprentissage parce que je suis pas musicien professionnel et j'ai plein de manques techniques avec lesquels je fais avec, ou plutôt sans. Je sais qu'il y a des riffs, voilà, passer une certaine vitesse ou certains types de riffs, il va me falloir beaucoup de temps pour les assimiler. Donc c'est pas que je les évite, mais c'est que quand je les place, vraiment là, je sais que c'est un passage. J'ai intérêt à le péter, le répéter, le répéter, voilà, il faut vraiment. Donc aujourd'hui, je fais avec et je suis plutôt content de moi en termes de composition et dans les progrès que j'ai pu faire. Donc ça, c'est bien, quand même. Et vous, pour revenir à votre groupe, moi je trouve que votre dernier album,
c'est celui qui m'a le plus parlé dans ce que j'ai écouté. Parce qu'il y avait ce côté effectivement un petit peu moins démonstratif, on va dire, même si il y a toujours ce côté un peu groovy, catchy, qui fait que la démonstration, elle est quand même pas non plus autant ostentatoire. Ça attrape toujours, on a toujours envie de remuer la tête. Mais là, il y a une ambiance dans le dernier album. Et c'est clairement celui qui m'a le plus parlé, moi, en tout cas, en tant que personne qui découvre un petit peu ce que vous faites. C'est très clairement celui-là que je recommanderais. Alors, je dis pas ça parce que promo et compagnie, mais c'est très clairement celui où je trouve qu'il y a eu un petit step de passé en termes de composition. Et émotionnellement, c'est celui qui agrippe le plus, effectivement. Ça, c'est clair. J'ai une dernière petite question avant de peut-être se dire au revoir. C'est, voilà, nous sommes pour Memento Mori Webzine. Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel, donc souviens-toi aussi de vivre finalement. Dans ce conseil, si tu avais un conseil Memento Mori à donner, ce serait lequel? Ça serait plus en rapport à se rappeler d'où on vient, enfin, pas trahir ses amis, rester proche de sa famille, pas oublier ses parents, pas oublier. Garder près de soi ceux qui nous aiment vraiment, quoi. D'accord, Voilà. je te remercie. Est-ce que tu as une dernière petite chose que tu veux rajouter avant de clore cette interview? Qu'est-ce que je peux dire? Non, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis très content de cette interview. C'était cool de pouvoir parler et avec Robin aussi, pouvoir parler un peu musique et tout ça. J'ai vraiment aimé ce moment, quoi. C'était hyper sympa. Ça change des interviews un peu standards sur les promos habituels. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je vais recommander Memento Mori. Si tu veux, je peux parler musique aussi, hein. J'ai fait le conservatoire, mais je doute que la flûte traversière soit vraiment très riffée. Non, mais Par voilà. contre, le côté de devoir travailler à petite 60 BPM pour monter tout doucement et aller vraiment sur le truc parfait qui va au-delà justement de ce qui est demandé pour pouvoir redescendre après et être quelque chose de parfait, ça, je peux vous tenir la grappe aussi longtemps là-dessus si vous voulez, hein. Bon, ok, écoute, on va faire une collab alors. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, un grand merci pour ce super moment. Ouais. Et puis, Merci à vous. achetez l'album et puis allez voir Malkavian sur scène. Voilà, merci. Bonne soirée et puis à bientôt. Et puis que je vous aime. Bisous. Merci. Ciao.